Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien spécial en marge du Forum international sur le cinéma engagé. Nous sommes à Alger. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Ha Jiang. Vous êtes chercheuse et critique cinématographique, entre autres. Madame, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil. C'est la première fois que je suis à Alger, c'est la première fois que je suis honorée d'être là avec vous sur une chaîne télé algérienne. C'est extraordinaire pour moi. Merci. Tout le plaisir est pour nous, Madame. À vos côtés, Monsieur Vincent Cespedes, chercheur et critique cinématographique, philosophe également, entre autres. Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, honoré de même. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisserai la liberté de présenter votre parcours avant de commencer cet entretien. À commencer par vous, Madame Ha Jiang. Je suis philosophe vietnamienne et j'ai développé la sagesse, la notion de la sagesse asiatique appliquée dans la vie quotidienne maintenant. Donc, avec les courants pensés, il y a 2500 ans, comment on peut encore inspirer ces courants-là pour appliquer dans la vie quotidienne, dans la vie d'entreprise et aussi prendre ça comme une paire de lunettes pour voir tous les films, les cinémas. Justement, nous allons voir avec vous comment cela pourrait se superposer sur le genre du cinéma engagé. Monsieur Cespedes, quant à vous, vous êtes philosophe. Je m'intéresse en fait à la mémoire, beaucoup à l'identité et forcément le cinéma a sa carte à jouer parce que le cinéma, contrairement à d'autres formes comme le théâtre, il s'archive. Et cet archivage-là, porté par certaines formes de contestation, de l'oppression, de l'impérialisme, est très intéressant. Ce qui m'intéresse aussi dans le cinéma, c'est son côté populaire. Et je remarque d'ailleurs qu'en Algérie, le cinéma est très populaire. Oui. Il n'y a pas ce snobisme qu'on peut trouver un peu en France, avec un cinéma assez bourgeois, entre guillemets, avec des problématiques un peu bourgeoises. Non, en Algérie, on a vraiment ce souci du peuple. Et la réception du film, d'ailleurs, dans les salles de cinéma, c'est vraiment des moments d'émotion et de partage. Donc, ce qui m'intéressait dans ce colloque, magnifiquement, vraiment, j'étais ébloui par les interventions, c'est vraiment ce côté international des chercheurs du monde entier qui viennent et qui racontent finalement, je retiens deux grandes leçons que je vous résume en 2 secondes. La première leçon, c'est que parler de la mémoire, c'est parler de l'avenir. Évidemment, la mémoire, le but, c'est pas de s'enfermer dedans, mais de s'ouvrir à on fait quoi maintenant. Le cinéma de résistance des années 70 parlait beaucoup de la libération contre le colonialisme et l'impérialisme, mais demain, ça sera quoi la résistance? Et le deuxième axe qui m'a intéressé, c'est le mélange de l'émotion et de l'intelligence. Dans le cinéma, l'intelligence a toujours partie liée avec l'émotionnel, sinon c'est pas tellement intéressant, c'est pas un documentaire forcément. Et du coup, cette émotion qu'on rejette souvent avec une philosophie occidentale qui préfère être dans la raison plutôt que dans l'émotion, en Algérie, l'émotion elle est là, c'est une donnée, il faut faire avec, et ça challenge le philosophe que je suis, le philosophe occidental que je suis. Très bien, je reste avec vous. Je disais lors de mon introduction qu'il s'agit d'un forum international sur le cinéma engagé, c'est le cinéma et la mémoire. Je tiens à me corriger. Alors, Monsieur Cespedes, le cinéma de résistance, justement, a-t-il été inventé ou s'est-il imposé tout simplement comme une forme d'écriture de l'histoire, selon vous? Alors oui, il y a plusieurs rôles dedans et j'appelle ça en 2 mots. Alors d'abord, j'ai créé le mot de ciné-résistance. En philosophie, on aime bien forger des mots. C'est pas juste pour être coquet et m'amuser à forger des mots. Ciné-résistance, c'est un bloc et j'appelle ça la vitalité critique. Alors la vitalité critique, on comprend bien que quand il faut résister, on imagine bien qu'il va falloir critiquer l'oppresseur, critiquer le mensonge, critiquer le pouvoir et ses manipulations. Mais il y a aussi la vitalité. Et dans le cinéma, cette vitalité, c'est l'émotion, c'est la possibilité d'un regard qui change la donne, d'un rire, d'un sourire suffit, quand vous voyez en plein écran, peut faire avancer l'histoire. Et puis l'encouragement, c'est un cinéma populaire, je le disais, et qui va encourager les spectateurs à trouver en eux le courage qui est magnifié sur l'écran. Et ça, c'est important. Il y a une transmission de l'enthousiasme, une transmission de la ferveur. Et donc, c'est un cinéma qui est un peu contagieux comme
comme une flamme peut donner un incendie, c'est un cinéma qui peut donner du cœur à l'ouvrage à une population qui à la fois trouve des modèles, trouve des mythes, le cinéma produit des mythes, produit des légendes, et se dit pourquoi pas moi, pourquoi je dois me contenter de la vie que j'ai, pourquoi je ne peux pas aussi dire non face aux injustices. Et donc cette vitalité critique, c'est vraiment ça la ciné-résistance, l'émotion au service d'une critique intelligente et collective. Très bien, merci Monsieur Cespedes. Madame Hajiang, vous l'avez dit, vous êtes vietnamienne, vous avez en partage avec l'Algérie ce souci pour la révolution. Est-ce que le cinéma vous a permis justement d'ériger des ponts entre ce qu'a été la révolution algérienne et ce qu'a été la révolution vietnamienne? Oui, c'est vraiment exactement ça, mais avec mon histoire très privée, personnelle, c'est que mon père, il est venu ici sur la terre algérienne il y a à peu près 40 ans. Donc il a travaillé à Ténès pendant 5 ans dans les années 80. Et dans les années 80, le Vietnam était complètement fermé. Même une lettre prend 2 mois pour arriver jusqu'ici. Oui. Du coup, 5 ans, ces 5 ans, vraiment, il a vécu ici pleinement. Et ce qui l'a emmené chez moi, c'est toutes ces histoires cinématiques. Il a adoré le cinéma et il a une passion avec votre culture, avec vraiment la solidarité et la résistance algérienne. Du coup, toutes les histoires cinématiques qu'il a amenées pour me raconter ça, c'est comme des souvenirs d'enfance. Et comme M. Cespedes vient de dire, c'est comme une légende. C'est comme un conte qu'il m'a donné. Quand on partage le même conte, même mythe, même légende, ben on partage la même valeur. Et d'autant plus, on partage vraiment la même histoire avec la résistance contre la colonialiste. Du coup, il y a des points vraiment identiques entre les deux pays. Dans le cinéma, on a des films pareils. Il y a juste le contexte, l'environnement, c'est pas le même. Là-bas, c'est les rizières. Ici, c'est le désert. Mais l'âme, la culture, la solidarité, la force sont exactement les mêmes. Monsieur Cespedes, quel a été peut-être à travers l'histoire postcoloniale le rôle principal du cinéma de résistance et quelles sont peut-être ses formes les plus connues? Alors pour moi, il y a 3 formes de cinéma de résistance, 3 formes. La première, c'est la dénonciation un peu frontale, qui n'est pas la plus efficace en fait. Pamphlétaire, ça peut être un peu documentaire. Oui. Alors c'est enthousiasmant, c'est surtout une trace d'histoire très intéressante, ça témoigne réellement. Mais il y a d'autres formes plus subtiles. La deuxième forme, c'est l'histoire toute simple. Ça peut être une mère qui recherche son fils qui a été arrêté par les Français, les colons. Ça peut être un charbonnier, juste la vie d'un charbonnier qui vit sa petite vie. C'est le quotidien qui reste identique et ça demande une grande résistance quand tout autour s'écroule, tout autour est en feu. Et la troisième forme, c'est le recours à l'imaginaire et à la poésie. On a vraiment ce cinéma-là possible, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le possible quand, dans la vie réelle, sous occupation par exemple, le possible est interdit. Ouais. Et ce qui est très intéressant, je suis sensible avec cette histoire parce que moi aussi j'ai une histoire avec Oran, je vais vous la faire très courte. Mon père est espagnol d'origine mais né à Oran, grandi à Oran, il l'a quitté à l'âge de 20 ans et toute mon enfance j'ai entendu parler de l'Algérie avec de l'exil et de la nostalgie dans la voix. J'avais une conférence internationale à Oran en philosophie et je l'ai amené avec moi 50 ans après. Et alors on se promène, alors c'était très émouvant, je vous passe les détails, et on se promène à la plage où il jouait enfant. Et il me dit, tu vois, il y avait ça, on jouait au football et tout ça, puis il y avait un marchand de glace. Puis il regarde et il dit, mais il est passé où le marchand de glace? Je dis, mais papa, il a dû prendre sa retraite depuis le temps. Et on a éclaté de rire, bien sûr. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire, c'est pas tellement la vérité qu'elle cherche.
c'est les ponts entre les cultures. Et quelque part, j'ai accédé à l'Algérie à travers le souvenir qu'en avait mon père et l'émotion qu'il véhiculait. La mémoire ne doit pas être pour diviser les êtres humains, elle doit être pour les unir. Et le cinéma a son rôle à jouer pour rendre cette mémoire vivante et montrer qu'à travers la mémoire, c'est la condition humaine qui est questionnée à chaque fois. Et justement, Monsieur Cespedes, y a-t-il peut-être, à travers l'histoire du cinéma de résistance, des films qui ont permis à cette histoire et ce legs entre votre père et vous de rejaillir sur vous, justement? Oui, alors je peux vous énumérer tous les films, il y en a plein. Gillo Pontecorvo, voilà, vous avez Lardar Amina, voilà, tout ça je connais, j'ai lu. Il était très, très ému de ça et c'était d'autant plus complexe que Algérie française, famille espagnole pauvre, voilà, c'est des choses qui se disent pas trop dans l'histoire, qu'on pouvait aussi être étranger et pauvre. Et puis cette complexité d'aimer, de haïr, ces déchirures, c'est ça la ciné-résistance. C'est la complexité des émotions humaines qui sont mises en jeu au-delà de la politique ou plutôt en deçà de la politique. Ce qui est très important aussi, c'est un combat qui est pluriel, c'est pas simplement la liberté. Bien sûr, il est question de liberté et de retrouver sa liberté, mais la liberté doit être aussi mentale. Frantz Fanon et Aimé Césaire ont bien montré que les chaînes de la colonisation, c'est pas simplement la liberté physique, c'est aussi des chaînes intérieures et mentales. Et là, le cinéma, comme il joue sur les régions de l'âme, disait Édouard Saïd, le cinéma touche aussi ces régions de l'âme. Et pour délivrer mentalement, il a vraiment sa partition à jouer qui est tout à fait unique. La littérature, elle est dans les mots, elle est dans l'explication lente, mais le cinéma est dans l'émotion, dans l'image immédiate et peut défaire ces chaînes et peut-être tisser des ponts, faire des murs, faire des ponts avec les murs. C'est ça le but de la ciné-résistance. Madame Agiang, justement, alors le cinéma et la mémoire et le cinéma de résistance s'associent facilement peut-être à travers l'histoire au Sud global, au non-alignement, justement, pour revenir à cette histoire peut-être pas commune, mais partagée entre l'Algérie révolutionnaire et le Vietnam. Quelle forme peut prendre justement ce style cinématographique chez vous au Vietnam pour faire découvrir l'histoire post-coloniale du Vietnam au monde entier en s'inspirant peut-être des expériences vécues par d'autres pays, d'autres peuples, d'autres nations comme l'Algérie ou autres? Au Vietnam, ça développe aussi beaucoup de types de cinéma, mais il y a beaucoup de cinéma qui parlent, qui parlent des personnages. En fait, il y a beaucoup d'héros, d'images, des personnages, d'images d'héros dans la résistance. Et que ça diffuse tellement dans le monde entier que l'image de Vietnam est vraiment conditionnée par les images de guerre, en fait. Et on est fiers. Véhiculée souvent par le cinéma américain hollywoodien, il y a cette image qui colle à la peau justement du Vietnam. Exactement, et si l'image des femmes vietnamiennes que je trouve aussi dans le cinéma algérien, l'image de femmes par exemple dans l'opium et le bâton, la personnage femme Zina, c'est ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a beaucoup d'images de femmes dans le cinéma vietnamien et il y a une image très connue, c'est que les femmes vietnamiennes toutes petites qui vont comme ça sur des soldats français ou américains et avec la fierté de côté de la victoire. L'idée c'est dans la sagesse orientale que dans la sagesse asiatique ou algérienne, c'est la force et dans la douceur. La force, c'est comme quelque chose comme l'eau qui peut dépasser, qui peut vraiment prendre la force sans être dans le camp du pouvoir. Voilà l'idée. Très bien, madame. Monsieur
Cespedes, alors la lutte anticoloniale, séduit-elle toujours les producteurs et pourquoi un combat comme celui, par exemple, du peuple palestinien ou sahraoui n'est pas tellement représenté sur le grand écran? Est-ce un problème de littérature derrière peut-être? Oui, ou un problème d'image aussi, Oui. de propagande. Parce que la ciné-résistance, si elle n'avait pas cette dimension critique, elle pourrait tomber dans la propagande. Oui. La vitalité, la propagande est pleine de vitalité, pleine de belles images avec des moyens colossaux. Donc ce qui fait la spécificité de la ciné-résistance, c'est que ce n'est pas simplement la vitalité des images et des émotions et des passions, c'est la critique. Et cette notion critique, aujourd'hui, il y a des grands groupes, le cinéma est une grande industrie, très, 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 très riche, et puis il y a des lobbies, il y a des tendances de propagande là-dedans. Donc il faut bien distinguer qu'est-ce qui est ciné-résistance. Grosso modo, je vous spoil comme on dit, je vous divulgage la chose, c'est toujours du côté des plus faibles. La ciné-résistance montre la dignité des faibles et montre les failles dans les plus forts. Et puis la propagande, c'est toujours du côté des plus forts et en général les faibles sont des ennemis de l'intérieur ou pointés du doigt. Donc c'est important de voir que la barbarie et la civilisation qui ont servi de prétexte à pas mal d'exactions, en fait, il faut les redéfinir. Ouais. La civilisation, c'est aider les plus faibles. La barbarie, c'est être du côté des plus forts. Mais nous avons, avec la propagande, une barbarie qui se drape des atours de la civilisation. Et la ciné-résistance... Et notamment, ce rapport, cette équation entre le méchant et le gentil, qu'on interprète à sa guise, parfois, et à contre-courant. À contre-courant, bien sûr. Et tout un cinéma, je parlais de Gillo Pontecorvo, ou Quemada, le film Quemada, montre que le pouvoir peut très bien utiliser l'image de l'émancipation pour encore perdurer sous d'autres formes. On peut mettre en scène un pouvoir qui vacille juste pour renforcer le pouvoir sous d'autres formes. Et donc, cette perversité, cette manipulation rencontre dans la ciné-résistance la vérité nue. En fait, le pouvoir est fragile, ça c'est Costa Gavras qui a très bien montré ça dans Z par exemple, montre très bien qu'il suffit de la vérité pour que ça s'écroule. Et la ciné-résistance parfois se contente de montrer la vérité de l'amour indestructible d'une mère envers son fils, la vérité d'un peuple qui sait qu'il est manipulé. Et donc effectivement c'est toujours d'actualité. À cela s'ajoute que nous vivons dans un monde flou, avec les réseaux sociaux, avec la fragmentation des récits. Et peut-être que le cinéma a aussi une résistance à mener avec le numérique, une sorte de ciné-résistance 2.0. Quand tout le monde a sa petite narration et ses petits réseaux sociaux, peut-être qu'il faut fédérer les récits à travers des récits communs. Et le cinéma et les salles de cinéma peuvent être la ciné-résistance de demain et peut-être faire du bien à un monde qui est émietté et qui est complètement déboussolé. Madame Ajiang, pour terminer cet entretien avec vous, comment le progrès technologique fulgurant que connaît le cinéma actuellement, le cinéma en général, peut-il se répercuter sur le cinéma de mémoire et de résistance? Dans tous les cas, la technologie joue toujours sur le cinéma parce que c'est une base. Mais dans la résistance, je pense que c'est plutôt... l'âme, c'est plutôt Alors quand je parle de progrès technologique, j'entends par là par exemple l'accès à différentes plateformes, d'autres formes de consommer le cinéma que les salles de cinéma, un cinéma qui est peut-être également parfois qualifié de low cost, auquel beaucoup de personnes peuvent accéder et ce qui justement peut-être accentue le sentiment de perversion auquel il pourrait, justement, le cinéma de résistance qui est tellement naturel, tellement authentique, original, peut être la victime. L'idée, c'est que maintenant, comme vous avez dit, il y a vraiment les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui peuvent faire des films avec très peu de moyens. Notamment au Vietnam maintenant, les jeunes prennent le téléphone pour faire des films. Donc la résistance va être dans dans le peuple, avec le peuple, et on a tous les moyens à diffuser les idées, non seulement dans le côté de l'argent ou le pouvoir, mais aussi dans le peuple. Tout le monde peut prendre le téléphone et aller avec les idées de résistance. Je pense que c'est tout à fait possible.
Merci Madame Agiang. Je rappelle, vous êtes chercheuse, philosophe, critique cinématographique. Vincent Cespedes également, philosophe, chercheur, critique cinématographique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. L'actualité continue sur Al24 News. À très bientôt.